Bonjour à tous, je suis Cyrielle Filias, spécialiste en apprentissage et développement au CERIC. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du CERIC, merci d'être à nouveau si nombreux avec nous aujourd'hui depuis partout au Canada et même d'au-delà. C'est toujours un plaisir de voir la communauté de carrière se réunir et encore plus en ce moment, donc merci à vous. Aujourd'hui, nous sommes donc ravis d'avoir Michel Turcotte en direct avec nous qui va nous présenter son webinaire sur l'accompagnement à distance et comment guider les professionnels en développement de carrière sur la pratique en ligne. Mais avant de donner la parole à Michel, j'aimerais prendre quelques instants pour vous présenter le CERIC, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, et partager quelques points de logistique avec vous. Le CERIC est un organisme caritatif voué à la progression de l'éducation et de la recherche en matière d'orientation professionnelle et de développement de carrière au Canada. Notre mission est également de vous apporter des opportunités d'apprentissage comme ce webinaire gratuit. D'ailleurs, à la fin de ce webinaire, vous aurez une courte enquête qui s'affichera sur votre écran afin de nous partager vos ressentis et aussi de nous faire part de vos besoins d'apprentissage futurs. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires. En parallèle des webinaires que nous offrons, le CERIC a 3 programmes principaux. Le site internet Orientation, qui présente les meilleures nouvelles et opinions dans le domaine, avec une version anglaise appelée CareerWise. La revue canadienne de développement de carrière, dont l'accès est gratuit, et notre congrès national de Canexus sur le développement de carrière tenu à Ottawa chaque année en janvier. Vous pouvez en apprendre davantage sur tout le travail et les ressources du CERIC sur notre site internet à ceric.ca. Maintenant, quelques points de logistique. Si durant le webinaire, vous avez des questions ou des commentaires, veuillez les saisir dans la zone questions chat que vous voyez à votre écran. Nous aurons une session de questions-réponses avec Michel à la fin, durant laquelle il répondra à vos questions. Aussi, sachez qu'une copie de la présentation vous sera envoyée dans l'après-midi avec l'enregistrement du webinaire. Je suis désormais ravie de vous présenter Michel Turcotte, notre présentateur. Michel est conseiller d'orientation, psychologue, doctorant à l'Université Laval et membre du Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation et la vie au travail. Il a reçu le prix ETA St. John Wellman en 2017, décerné par le CERIC, et la médaille d'or Stuart Conger en 2014 pour le leadership exercé tout au long de sa carrière dans le domaine du développement de carrière. Michel a également présenté une session sur l'accompagnement à distance au Congrès national du développement de carrière de Canexus cette année et présente régulièrement des ateliers et webinaires populaires pour des organismes reconnus tels que l'Ordre des conseillers ou l'AXTRA. Nous sommes donc ravis d'avoir Michel avec nous aujourd'hui, donc n'attendons pas plus pour commencer. C'est à vous, Michel. D'accord. Sur mon écran. Donc, est-ce que la caméra, est-ce que la présentation est affichée? Oui. Oui, c'est tout bon, on vous voit. OK. Partager ma webcam. Okay. Bon, bien, bienvenue tout le monde. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour présenter ce webinaire. Comme Cyrielle l'a mentionné, je suis ravi de voir qu'il y a du monde depuis partout au Canada, même à l'étranger. Pour que je puisse, en même temps, ça me permet de vous partager un peu mes réflexions sur la télépratique en orientation, en développement de carrière, sujet qui m'habite depuis plusieurs années. Je faisais un doctorat là-dessus. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. OK. Avant tout, j'aimerais vous parler de mon intérêt, un peu pour vous situer par rapport à ma réflexion sur la télépratique en développement de carrière. Actuellement, il n'y a pas réellement de formation qui s'offre dans les formations initiales en développement de carrière ou en orientation au Canada. Donc, l'apprentissage qu'on fait de la télépratique, ça fait sur le terrain ou à travers des webinaires comme ce matin ou des conférences qui peuvent se donner, des ateliers qui peuvent se donner dans le cadre de conférences, d'associations ou par exemple, de l'Ordre des conseillers d'orientation, des choses comme ça. Donc, on apprend par les lectures et on apprend à travers, finalement, ces opportunités d'apprentissage-là que sont les conférences. Comme je disais tout à l'heure, je fais un doctorat à l'Université de Laval en sciences de l'orientation. Mon sujet de thèse porte sur le transfert des savoirs professionnels d'une pratique en face à face à une pratique à distance. Il y a une partie des réflexions que je vais vous partager aujourd'hui qui vont aussi venir des résultats ou des données que j'ai pu ramasser jusqu'à présent. Mon objectif aujourd'hui, c'est un peu de vous donner, un peu normaliser un peu la pratique, la télépratique, l'accompagnement à distance. C'est souvent,
On le sait que ça existe jusqu'à temps que la COVID-19 soit arrivée. On en entendait parler. On savait qu'il y avait des conseillères qui faisaient de la télépratique à distance, de façon souvent anecdotique. Mais comme la situation a forcé un peu, nous force actuellement à nous pencher sur ce sujet-là et à voir comment on peut organiser ces services pour ajouter ces modalités-là pour rencontrer nos clients. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est un peu de vous normaliser un peu cette pratique-là qui existe depuis plus de 20 ans. Pour ce faire, je vais vous présenter des données probantes en appui de la pratique à distance. Je vais vous présenter quelques points de réflexion déontologique. Je vais discuter avec vous, je vais vous présenter des critères ou des réflexions par rapport au choix des technologies. On va aborder aussi la préparation en amont de l'intervention en tant que telle et aussi quelques bonnes pratiques durant l'intervention. Quand on parle d'intervention à distance, on parle de deux grands types d'intervention. La première est de type plus psychoéducatif et informationnel. C'est celle qu'on retrouve sur nos sites web, puis peut-être même déjà dans vos organisations, les sites web de vos organisations. On a de l'intervention ou à distance de type psychoéducatif. Lorsque, par exemple, vous référez vos clients à des pages web où on émule, par exemple, une exploration de carrière où les participants font de l'auto-exploration. Ce sont des types de psychoéducatifs et informationnels de l'intervention à distance. Donc, quelque part, dans le domaine de l'orientation, on est quand même déjà dans le domaine de la télépratique depuis plusieurs années, justement à cause des sites qu'on utilise très souvent, comme au Québec, on parle de repères, monemploi.com, et aussi les sites d'information sur le marché du travail. Il y a le deuxième type d'intervention à distance, c'est la communication en tant que telle, que ce soit par téléphone, clavardage, courriel ou vidéoconférence. Très souvent, lorsqu'on pense à la communication à distance, on pense à la vidéoconférence. J'espère qu'aujourd'hui, je vais vous amener aussi à réfléchir aux autres formes de télépratique, que ce soit par le téléphone ou l'échange de courriel, qui sont aussi des modalités d'intervention à distance. Même, ça a commencé aussi justement dans les années 90 par le téléphone et les échanges de courriel, la télépratique en orientation, développement de carrière. Ce que la recherche nous enseigne sur la pratique en distance en counseling et psychothérapie, puis je fais référence à la littérature en counseling et psychothérapie, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dans le domaine du développement de carrière qui traite directement de la télépratique. De façon anecdotique, on en a, on a un peu de recherche, mais c'est vraiment dans le champ du counseling et de la psychothérapie qu'on peut aller puiser des réflexions ou des données probantes sur la pratique à distance qu'on peut, étant donné que le développement de carrière fait partie du grand champ du counseling, qu'on peut utiliser pour soutenir que la télépratique est légitime. Il y a deux points sur lesquels j'aimerais plus revenir. Je vous ai laissé en référence un article que j'ai publié dans la revue d'éducation de l'Université d'Ottawa qui fait un peu une recension des écrits sur la télépratique en orientation. Mais il y a deux choses que j'aimerais que vous reteniez de la littérature en counseling, c'est que les interventions et l'alliance thérapeutique à distance sont équivalentes à celles en présentiel. Et ça, c'est important pour justement soutenir ou valider justement le fait de faire de la télépratique. Lorsqu'on compare, on fait les recherches et on compare des interventions présentielles et on compare des interventions à distance. Et la façon qu'on les compare, c'est qu'on utilise des questionnaires, on évalue les changements de comportement, c'est peut-être par des jugements d'experts. On se rend compte qu'on a des interventions équivalentes. Donc, le point important ici, c'est ça, c'est justement de réaliser que ce soit à distance, selon différentes modalités, on peut obtenir les mêmes résultats que si on était en face à face. Et ça, je vous donne des sources en bas, Barak, Richard et Vigano et Watts, c'est trois méta-analyses ou recensions des écrits qui traitent justement, qui ont mis ensemble beaucoup de recherches qui traitaient de la différence ou de la similarité entre les pratiques à distance et en présentiel, et c'est vers ça qu'on conclut. Les avantages qu'on trouve à l'accompagnement à distance, et ça, c'est souvent
en interviewant les clients, les participants en télépratique. Ce qu'on relève le plus souvent dans la littérature, c'est que à distance, un des avantages, c'est qu'il n'y a pas de déplacement. Et puis ça peut être pour des causes de maladie, des situations de handicap, d'éloignement, ou même de préférences personnelles. On parle aussi la crainte de la discrimination. Donc, ça permet à des gens qui autrement ne viendraient pas nous voir euh, dans nos bureaux de profiter de services d'orientation et de développement de carrière. Ça amène aussi plus de flexibilité. Le seul fait, par exemple, d'ajouter des modalités d'intervention avec la clientèle, ça ouvre aussi la discussion, la conversation sur comment est-ce qu'on pourrait faire nos interventions. Traditionnellement, quand on est en face à face, on pense plus à des entretiens d'une heure, 50 minutes tous les semaines. Mais le fait d'ouvrir à la télépratique, souvent, ça amène soit de continuer dans la même type de pratique, ou même de réfléchir à peut-être qu'on pourrait faire ça différemment, faire 3 entretiens de 20 minutes au téléphone ou par vidéoconférence par semaine, ou on inclut aussi des échanges par courriel. Donc, ça amène à réfléchir justement sur comment on veut intervenir ou communiquer avec notre clientèle. Il y a un phénomène aussi qu'on observe quand la clientèle est à distance, c'est qu'il y a un phénomène de désinhibition. C'est-à-dire qu'on on observe que beaucoup de clients semblent aller plus directement ou se dévoiler davantage lorsqu'ils sont à distance. Le fait qu'ils soient chez eux, le fait qu'ils soient, peut-être qu'il y a une certaine forme d'anonymat, fait en sorte que ça semble provoquer plus de manière de s'exprimer sur sa situation. On appelle ça le phénomène de désinhibition et c'est assez bien documenté. On va passer au point de déontologie, réflexion déontologique. Que vous soyez assujetti, parmi vous aujourd'hui, il y a des gens qui sont membres de l'ordre professionnel, d'autres qui ne le sont pas, mais généralement, tous les points de service ou les centres de service en développement de carrière vont avoir des normes de pratique. C'est pas parce qu'on est à distance que que ça change les normes de pratique, c'est essentiellement les mêmes normes, les mêmes d'intervention ou les normes déontologiques qui prévalent. La question dans le fond, qui se pose, c'est une des premières questions au niveau déontologique, c'est est-ce que c'est approprié ou non pour mon client? C'est vrai qu'actuellement, on n'a comme pas le choix au niveau d'offrir les services pendant quelques temps, c'est-à-dire de leur offrir à distance. Mais il va venir un temps où vous allez aussi, quand les gens vont revenir dans vos bureaux, et peut-être à ce moment-là, vous allez vous offrir un éventail de possibilités à votre clientèle. C'est-à-dire et d'avoir cette conversation-là que souvent on n'a pas traditionnellement parce que la clientèle vient dans nos bureaux. Ici, dans le fond, la situation présente fait en sorte que ça ouvre la conversation avec avec nos clients, nos participants, à savoir qu'est-ce qui serait le plus approprié pour toi et pour la situation, pour le contexte donné. Donc, il y a ce côté intéressant que je trouve justement que la situation nous amène à faire réfléchir. Un autre point déontologique, c'est qui couvre les polices d'assurance qui couvrent la télépratique, les polices d'assurance au niveau de la responsabilité. Ça vaut la peine que si vous êtes membre d'un ordre professionnel ou même votre centre de service, de vérifier auprès de votre assureur au niveau de la responsabilité si la télépratique est couverte. Pour les conseillers et conseillères d'orientation du Québec, l'assureur dit que oui, c'est couvert. Mais c'est couvert pour le Canada. Donc, si vous avez des clientèles à l'extérieur, ça ne serait pas couvert. Donc, que vous soyez faites partie d'une organisation, si vous faites partie d'une organisation, d'une commission scolaire de l'université, je vous recommanderais de vérifier auprès de vos autorités pour voir qu'est-ce que couvre la police d'assurance au niveau de responsabilité. Ça se peut qu'on vous dise quelque chose genre si votre ordre le permet, ça va être couvert. C'est souvent, on ne sait pas trop, c'est pas nécessairement écrit dans les polices d'assurance. Donc, ça sera. Puis, lorsqu'on vous dit quelque chose comme ça, c'est dans le fond, on couvre généralement dans les polices, les assurances, police responsabilité, c'est la pratique qui est typique là, pour un professionnel. Il y a aussi un autre point à tenir compte, c'est à l'extérieur de votre juridiction. On a tendance à penser que parce qu'on fait de l'intervention à distance, qu'on peut couvrir le monde.
De plus en plus, on se rend compte, surtout si vous êtes vous êtes dans une juridiction où il y a un ordre professionnel, vous êtes généralement, si par exemple l'orientation de développement de carrière est couvert ailleurs, on va exiger que vous ayez un permis de pratique de cette juridiction-là. Si par exemple vous faites de l'orientation avec des clients aux États-Unis, dans plusieurs États, il faut avoir un permis de conseiller d'orientation pour pratiquer. Donc, en théorie, faudrait avoir ce permis-là. Donc, c'est quelque chose de se renseigner. Et la grosse question au niveau déontologique, c'est dans le fond qu'on va se poser davantage à cause justement de l'utilisation des technologies qu'on ajoute là, justement à nos types d'intervention. C'est la protection des informations personnelles et la confidentialité. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est perdre des renseignements. C'est pour ça qu'on attire votre attention là-dessus, au niveau de la protection des renseignements personnels. Dans toutes les juridictions, dans tous les pays, dans les provinces, ici au Canada, on va avoir une loi sur la protection des renseignements personnels. Au Québec, ça s'appelle la RLPRDE. Au niveau pan-canadien, c'est le PIPEDA et au niveau américain, c'est le HIPAA. Si je vous mentionne ces trois noms-là, ces trois types de lois-là, c'est que quand on va voir un peu plus loin les plateformes de vidéoconférence ou les applications que vous pourriez être intéressé à utiliser, souvent, il y en a plusieurs qui vont vous faire des références à ces lois-là. C'est-à-dire qu'ils sont assurés que l'application soit conforme à ces lois-là. Donc, c'est important de garder ça en tête. Quand on parle de renseignement personnel, on parle grosso modo de tout ce qui concerne une personne, qui doit pouvoir identifier une personne. Un nom, une adresse, un numéro de téléphone, une date de naissance, des choses comme ça. Donc, que ce soit actuellement, même si actuellement, vous ne faites pas de l'intervention à distance, vous collectez de l'information personnelle qui identifie des clients chez vous et vous avez déjà des mécanismes ou des protocoles pour sécuriser cette information-là. À distance, c'est une réflexion supplémentaire qu'il faut faire par rapport aux technologies qu'on va utiliser. Mais ce que la loi dit aussi, c'est que la sécurité absolue est inatteignable. Par contre, ce que la loi dit, c'est que vous êtes tenu à une obligation de moyens. Donc, vous devez vous assurer de faire les démarches raisonnables pour protéger l'information que vous collectez sur vos clients ou vos participants. Je vous mets en référence deux sources. ASADIS, c'est une boîte de formation en psychothérapie qui a publié le 30 mars dernier un blog sur quelle plateforme utiliser pour ma télépratique. Et en même temps, ils font référence justement à la loi sur la protection des renseignements et ils vous donnent quelques critères pour poser des questions aux fournisseurs de technologie ou vérifier sur leur site web s'ils répondent à ce genre de questions-là. Il y a aussi, je veux attirer votre attention sur une autre ressource, c'est sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec. Il y a un exemple de libellé à mettre sur un formulaire de consentement qui touche la télépratique et touche la protection des renseignements personnels. Ça peut être intéressant à adapter pour vos propres formulaires de consentement. On utilise des technologies, il y a des mesures de protection qu'on peut utiliser. Je vais prendre différentes technologies qui sont courantes. Au niveau de la protection des ordinateurs, déjà, si vous avez des antivirus, des anti-hameçonnage, vous faites les mises à jour lorsque votre ordinateur vous le demande ou vos applications vous le demandent, et vous avez des mots de passe, déjà, vous êtes en affaire au niveau de la protection des renseignements. Vous le faites pour vous vérifiez aussi auprès de votre clientèle. Votre participant, votre client, quel ordinateur va utiliser cette personne-là? Est-ce que c'est protégé? Est-ce que c'est partagé? Est-ce qu'il y a des mots de passe qui sont utilisés? Donc ici, c'est une invitation à avoir une conversation sur la technologie, l'outil technologique que votre client ou votre participante va utiliser. Les sites web où vous recueillez de l'information ou vous fournissez de l'information devraient être protégés par ce qu'on appelle un protocole sécurité de chiffrement. Ça s'appelle SSL, Secure Socket Layer. Et généralement, on le sait lorsque dans l'adresse du site web où vous collectez de l'information personnelle, ou vous référez un client, par exemple, pour aller passer un test, est-ce que le site a été conçu avec un protocole de sécurité de chiffrement? Et on le voit,
Lorsque dans l'adresse HTTP, généralement, quand c'est pas sécurisé, c'est marqué HTTP. Quand il y a un S, ça veut dire qu'on a ce protocole-là. Donc, c'est à vérifier. Si vous utilisez un téléphone pour faire vos interventions, on recommande d'utiliser une ligne fixe, là, murale, là, qui est branchée, la ligne branchée. Mais on recommande moins d'utiliser sans fil, surtout les vieux modèles, parce que c'est apparemment plus facilement piratable avec des gadgets qu'on peut trouver facilement. Si vous utilisez un cellulaire, la conversation est sécurisée, mais c'est les traces qu'on peut laisser où il faut faire attention. Comme par exemple, une fois que vous avez fait votre appel avec votre participant ou votre cliente, ça va être important d'effacer l'appel et aussi de demander à votre participante d'effacer l'appel de manière à ne pas laisser de traces sur votre téléphone. Les courriels et transferts de documents, encore là, l'utilisation des mots de passe va permettre de protéger les renseignements. Si vous envoyez des documents, par exemple, des résultats de tests, des choses qui ont de l'information personnelle, assurez-vous de mettre un mot de passe au document en l'envoyant. Encore mieux, si vous utilisez, par exemple, des applications de courriel qui sont sécurisées. Je vous en nomme un ici qui est souvent utilisé en counseling au Canada, Hushmail. C'est comme une plateforme vidéoconférence dans le sens que vous allez avoir votre propre compte, vous allez envoyer un courriel à votre participante. La participante va recevoir ça dans son courriel régulier et ça va brancher la personne sur votre compte. Donc, toute l'information qui va circuler, un transfert de documents ou les échanges de courriel va être dans un mode sécurisé. Donc, il peut y avoir aussi d'autres applications, mais que je ne connais pas, mais celle-là, je la connaissais. Donc, ça vaut la peine de se renseigner là-dessus. Au niveau du Wi-Fi sécurisé, donc ça demande un mot de passe. Généralement, c'est moins un problème chez vous ou dans votre organisation, parce que généralement, vous allez avoir mis un mot de passe pour accéder au Wi-Fi ou Wi-Fi, mais vous ne savez pas par rapport au client. Ça se peut que votre participante soit dans un endroit public, utilise un Wi-Fi public, et ça, c'est à déconseiller parce que ça peut être piraté. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire l'intervention, mais vous devez avoir une conversation aussi avec votre client, votre participant là-dessus, dans la mesure du possible, d'être dans un endroit où le Wi-Fi est sécurisé. Si ce n'est pas possible, de vous l'indiquer. Vous pouvez mettre une note au dossier là-dessus. La vidéoconférence, très souvent, les gens pensent suite spontanément que s'ils font de la télépratique, ils vont utiliser la vidéoconférence. Il y a énormément beaucoup de questions, en tout cas, c'est les derniers mois sur quelle plateforme utiliser. Règle générale, les ordres professionnels, les associations professionnelles essaient d'éviter de nommer des plateformes, mais étant donné que c'est constamment, la demande est constamment là, il y a plusieurs ordres professionnels, en tout cas au Québec, et même d'associations professionnelles, qui nomment des plateformes. Ils ne vous recommandent pas une plateforme, mais vous en nomment. C'est un peu comme si vous utilisez un test, vous êtes membre d'un ordre professionnel, vous êtes conseiller d'orientation, j'ai utilisé un test, l'ordre ne vous dira jamais quel test utiliser. Il va vous donner la responsabilité de faire vos propres recherches et et de voir quel instrument est utilisé selon les normes psychométriques applicables. C'est la même chose au niveau des plateformes. Il existe des listes de contrôle ou des questions qu'on peut demander à des fournisseurs de plateformes pour justement poser des questions par rapport à la protection des renseignements que leurs plateformes fournissent. Je mets ici 3 questions. Où est l'hébergement de la plateforme? Généralement, on recommande que ce soit au Canada, parce que si jamais il y avait une poursuite par rapport à un bris de confidentialité, perte de renseignements personnels, c'est la loi canadienne qui va prévaloir. Si c'est aux États-Unis, si vos données sont sur une plateforme qui est aux États-Unis, ça va être la loi américaine. On préfère être au Canada. Est-ce que la communication est-elle chiffrée? Je vous dirais que généralement, les plateformes, pendant la communication, on va clairement vous indiquer que la communication est chiffrée de pair à pair. Et il faut poser aussi la question où vont les données. Est-ce qu'ils sont envoyés ailleurs, les données, ou est-ce qu'ils restent dans votre compte? Donc, c'est des questions. Il y a d'autres questions qui peuvent être posées. Et je vous ai mis en bas la référence encore avec ASADIS, quelle plateforme utiliser pour ma télépratique. Et il y a l'ACCP, l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie, qui a publié justement une liste de contrôles pour choisir une plateforme où il vous propose une série de questions que vous pouvez utiliser.
lorsque vous questionnez les fournisseurs, ou vous vérifiez sur leur propre site, les sites web des fournisseurs. Je regarde, par exemple, il y a des fournisseurs déjà qui ont pris les devants. Je regarde au Québec via SVI Solutions, via Solutions, qui a déjà envoyé à tous ses clients, et on le retrouve aussi sur leur page web, comment ils protègent l'information personnelle et le fait qu'ils ne communiquent pas les informations à d'autres plateformes. Donc, c'est à vérifier. Quand on parle d'applications de vidéoconférence, je vous parle de deux types de plateformes. Il y en a qui ont été conçues pour la formation et et les réunions. C'est souvent celle avec laquelle on commence. Les gens, que ce soit les gens, les professionnels en relations humaines, en santé mentale, souvent commencent avec ce type de plateforme-là. Mais il existe aussi des plateformes vraiment conçues pour la téléconsultation. Dans les plateformes de formation et de réunion qui ont été conçues pour ça, ils vont généralement vous présenter les mesures sur comment ils protègent l'information, mais souvent, ils ne rencontreront pas les normes, toutes les normes dictées par les, les régulateurs, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, LPRDE pour le Québec, PIPIDA pour le Canada ou HIPA aux États-Unis. Mais on voit couramment, les professionnels aujourd'hui utilisent souvent au Québec via c'est québécois et français, Zoom, Webex, Adobe Connect, Skype Enterprise, c'est souvent les plateformes qu'on voit apparaître, qu'on voit utilisées par des professionnels. Si j'étais vous, si j'en faisais, je pensais en faire vraiment beaucoup ou vraiment m'en aller dans la téléconsultation, j'irais vers plus des plateformes qui ont été conçues pour ça. Quand je dis conçues pour ça, c'est qu'on a essayé de recréer des bureaux. On a fait créer des bureaux virtuels où souvent à l'intérieur de ces plateformes-là, il va y avoir la prise de rendez-vous, la prise de notes, l'échange, le partage de documents, de courriels, le partage d'écran, des modules de paiement pour ceux qui sont à pratique privée. Donc, ici au Québec, il y a déjà deux plateformes que je connais qui offrent ces services-là. ClickPro et React, ça a été conçu pour des professionnels en santé mentale et en santé physique. Toujours au Canada, récemment, je ne connaissais pas ces plateformes-là, mais Our Practice, On Call Health, qui ont la vidéoconférence et dont les données sont au Canada. C'est des plateformes de téléconsultation. C'est en anglais, mais c'est possible d'être utilisé en français. Il y a Therapy Online que je connais aussi, qui est au Canada anglais, la documentation est en anglais, mais on peut l'utiliser en français. Et il y a aussi Zoom Santé. Je veux dire, Zoom offre un abonnement où c'est vraiment pour la télésanté, la téléconsultation. L'abonnement est plus cher aussi. Mais le point à retenir dans le choix aussi des plateformes, c'est de s'assurer que vous puissiez contrôler une salle d'attente virtuelle et que vous puissiez donner un mot de passe aux participants aux clients. De cette manière-là, vous allez vous assurer, un peu comme quand vous êtes arrivé ce matin pour le webinaire, on vous a installé dans une salle d'attente virtuelle jusqu'à temps que Cyrielle du CIRIC ouvre le webinaire à tout le monde. Donc, vous, en ayant un compte avec mot de passe et contrôle d'une salle d'attente virtuelle, vous allez contrôler l'accès à la salle de vidéoconférence. Si vous avez parce que vous allez toujours utiliser le même identifiant au niveau de la plateforme. Donc, vous ne voulez pas vous retrouver où vous êtes en train de faire une consultation et le prochain client est en train d'entrer dans votre salle d'attente. C'est pour ça que c'est important d'avoir un contrôle sur la salle d'attente virtuelle. Donc, on va passer à des informations pratiques au niveau de la préparation en amont. Ce que ça permet, actuellement, le fait que vous ne puissiez pas recevoir des clients en face à face dans vos bureaux ou dans votre centre, ça vous force d'une certaine manière à repenser ce que j'appelle la prise de rendez-vous. Comment les clients, les participantes entrent en contact avec vous. Vous avez déjà une modalité qui est déjà établie où il y a quelqu'un qui rentre dans votre centre, vous demande pour avoir des services, il y a une évaluation de besoin, qui fait l'évaluation de besoin, comment on réfère à l'intérieur du centre ou, par exemple, réfère les clients à quel professionnel.
Donc, vous avez cette réflexion-là à faire. Vous avez une réflexion à faire au niveau des choix de modalités. Est-ce que vous décidez d'offrir par téléphone, par échange de courriel, par vidéoconférence, une seule? Est-ce que tout le monde va l'offrir? Est-ce que c'est seulement certains professionnels? Donc, vous avez, comme je dis, une réflexion à faire par rapport à ça. À titre d'exemple, là, je suis en arrêt par rapport à ça, mais je travaillais pour un programme d'aide aux employés. Et les gros programmes d'aide aux employés, souvent, offrent à leur clientèle, dès la prise de contact au centre d'appel où on vient chercher un service, on leur offre, dès l'évaluation de besoin, on leur demande comment voulez-vous rencontrer votre conseiller ou conseillère? En personne, par vidéoconférence, par clavardage, par courriel ou par téléphone. Donc, à quelque part, déjà, c'est intégré dès la prise de rendez-vous. C'est important tout au long que vous intervenez, que vous essayez la télépratique, d'évaluer vos intérêts. C'est pas tout le monde qui va aimer ça. Il y en a qui vont découvrir quelque chose de nouveau, de quelque chose, puis ils vont aimer ça. Je fais des entretiens avec des conseillères d'orientation, des conseillers en emploi dans le cadre de ma thèse, et c'est clair que tous ont décidé de faire la téléconférence, la télépratique, parce qu'ils voulaient rejoindre des clientèles qui n'étaient pas capables de rejoindre. C'est des demandes qui sont venues de leur clientèle. Mais pour certaines, c'est clair qu'ils préfèrent le face-à-face. D'autres qui n'ont pas nécessairement de préférence. Donc, essayez d'évaluer. Et d'autres qui vont vraiment plus aimer être à distance. Donc, ça va être quelque chose pour vous individuellement à vérifier. La compétence à l'utilisation des technologies, c'est quelque chose qu'on relève énormément dans la littérature, l'importance de se développer des compétences à utiliser les technologies, d'être sensible à ça, de rester alerte par rapport à ça. Je vous dirais que dans les technologies qu'on utilise, c'est surtout la vidéoconférence qui peut être un petit peu plus problématique, mais dans les entretiens que j'ai faits avec les conseillères d'orientation, les conseillers en emploi, les conseillères en emploi, ça n'a pas été un gros handicap. Ça n'a pas été quelque chose qui était difficile à surmonter. Même plusieurs d'entre elles n'avaient pas réellement d'affinité ou de plaisir à utiliser les technologies, mais face à cette situation-là, en ont développé ou sont allés chercher des ressources dans leur organisation pour les aider à surmonter ça. Le principe ici, c'est que au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, si vous rencontrez un problème technique, vous allez en discuter avec le client ou le participant et ça va se régler à ce moment-là. L'importance ici, c'est d'avoir un plan B. Qu'est-ce qui arrive si la technologie qu'on utilise flanche? Il faut avoir prévu en amont, justement, comment on va pallier à cet imprévu-là. Donc, c'est pour ça que c'est important peut-être de préparer, éduquer votre clientèle en ayant un feuillet d'information sur les modalités à distance. Qu'est-ce qui peut être un feuillet d'information que vous envoyez à votre clientèle ou que vous mettez sur votre site web ou qui peut être discuté lors de la première prise de contact par les participants. Ça fait deux choses, ça rassure les clients et en même temps, ça commence à établir votre alliance thérapeutique avec l'alliance de travail avec votre client. Vous êtes en train d'expliquer comment ça va se passer, rassurer la cliente, le client là-dessus. Donc, vous êtes en train de créer un rapport avec votre clientèle. Donc, dans ce feuillet d'informations-là, vous pourrez retrouver des choses comme les avantages, les désavantages de travailler, d'intervenir à distance, de faire une consultation à distance. Comment ça va se passer? Si c'est par téléphone, qui appelle qui? Si le téléphone flanche, qui écrit à qui? Donc, ça demande d'avoir les informations pour ça. Si c'est par vidéoconférence, c'est la même chose. Si, par exemple, vous êtes avec un client où la bande passante est plus ou moins bonne, ça se pourrait qu'à un moment donné, le son soit pas tellement, pas le son, mais l'image soit pas tellement bonne. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Donc, de penser à l'avance ces problèmes-là qui pourraient arriver. Donc, déjà là, vous allez minimiser les problèmes qui pourraient arriver en intervention. De parler justement, d'éduquer votre clientèle sur l'espace propice à l'intervention chez eux ou ailleurs, dépendamment où le client va être.
de s'assurer qu'il ne soit pas dérangé. Donc, d'avoir une conversation là-dessus, déjà sur un feuillet d'information, mais aussi quand vous allez rencontrer la personne par vidéoconférence, par téléphone. Je parlais d'un plan B au niveau de la perte de communication, c'est extrêmement important. Parler de la limite de la confidentialité, protection des informations personnelles, parce que ça vaut des deux côtés. Vous, qu'est-ce que vous faites pour vous assurer de la protection des informations personnelles, en leur parlant, par exemple, de la technologie que vous utilisez, comment vous êtes informé là-dessus. Et eux autres aussi ont une responsabilité pour protéger l'information. Par exemple, s'ils travaillent s'ils utilisent un ordinateur qui est partagé avec d'autres, qui ont des mots de passe pour accéder à leur courriel ou à la vidéoconférence, des choses comme ça. Le cadre dans lequel vous intervenez, si vous intervenez par téléphone, échange de courriel, ça ne veut pas dire que vous voulez recevoir des appels 24 heures sur 24. Donc, vous avez à mettre vos balises. Quand est-ce que vous êtes en mesure de répondre à des demandes? Quand est-ce que vous êtes en mesure vous êtes disponible pour y répondre? Et si vous avez des paiements en ligne, comment ça va se faire? Quelle plateforme vous allez utiliser? Si vous faites de la vidéoconférence, ça va être important de vous pratiquer avant sur l'angle pour vous présenter à la caméra. Donc, on dit généralement, si on regarde la caméra, la personne va avoir l'impression qu'on regarde son visage, mais si vous regardez la caméra, vous ne verrez pas la personne. Donc, pratiquez-vous pour essayer d'avoir le meilleur angle lorsque vous allez présenter, aux clients, aux clientes. Faites attention à l'éclairage, mais ça vaut aussi de l'autre côté avec votre client-cliente, qu'il y ait des éducations par rapport à ça. Le formulaire de consentement, il y a eu plusieurs questions lorsque vous êtes inscrit au webinaire sur le formulaire de consentement. Vous allez être amené à le modifier pour intégrer la télépratique, intégrer peut-être des éléments dont je viens de parler dans dans votre formulaire de consentement, un peu comme les avantages, comment ça va se passer, l'espace propice, etc. La question qui revient souvent, c'est si le participant n'a pas accès à une technologie pour numériser le formulaire, comment je peux avoir un formulaire de consentement signé? En règle générale, les autres professionnels vont dire c'est préférable d'avoir un formulaire de consentement signé. Cependant, le principe du formulaire de consentement, c'est pas tant la signature que la discussion que vous allez avoir avec votre client sur comment on va travailler ensemble, c'est quoi les objectifs qu'on se met ensemble, comment vous y prenez. C'est cette conversation-là qui est importante avec l'approbation du client. Si vous n'est pas possible de numériser le formulaire, le seul fait que vous en discutiez au téléphone, que vous en discutiez par vidéoconférence ou par échange de courriel, c'est d'avoir le consentement écrit ou verbal de la personne que vous mettez une note à votre dossier. C'est important à distance d'avoir un plan d'urgence. Actuellement, vous y pensez. Quand vous êtes dans un bureau chez vous ou dans votre organisation, vous connaissez les ressources d'urgence autour de chez vous, que ce soit la police, l'hôpital, autres ressources. Si vous voulez élargir le périmètre dans lequel vous intervenez, si par exemple vous êtes un centre de service qui desservait la clientèle à 400 km à la ronde, ça va être important de vous familiariser avec c'est quoi les ressources ailleurs que près de chez vous. Ça peut être assez facile quand vous savez le périmètre dans lequel vous allez travailler. Mais si par exemple vous travaillez comme par exemple au Canada pan-canadien, ça va être important de connaître c'est quoi dans chacune des provinces, les mécanismes ou les sites web où on invite la population à aller lorsqu'il y a une urgence. Donc, familiariser avec ça. Je donne un exemple. Une de mes participantes à ma thèse, dans ma collecte de données, avait un client à un moment donné, elle était au Québec, le client était quelque part en Colombie-Britannique, et c'est survenu durant l'entretien des idées suicidaires, discussion par rapport aux idées suicidaires. Mais pendant qu'elle y parlait, elle faisait une recherche sur Internet en Colombie-Britannique pour voir quel genre de ressources sont disponibles près de la personne. Et elle a pu communiquer les ressources durant l'entretien. Donc, mais déjà, elle était familiarisée qu'il y avait déjà des endroits où je peux aller chercher de l'information. Durant la session,
toujours, dès le premier entretien, d'évaluer la capacité du client à utiliser la technologie, soit la vidéoconférence, surtout pour la vidéoconférence, souvent. Par échange de courriel, ça peut arriver aussi d'avoir justement de l'information pour comment utiliser le logiciel que vous allez utiliser. Expliquer comment fonctionne le logiciel. Utiliser le casque d'écoute, ça facilite le son, en tout cas, parce qu'on recommande que ce soit pour vous, que ce soit pour votre participant. Et créer un espace de collaboration autour du cadre d'intervention. Dans le fond, on parle d'alliance de travail ici. Qu'est-ce qui va se passer, une perte de communication? Comment ne pas être dérangé? Ici, j'attire votre attention sur, ça risque de vous arriver à distance. Par exemple, quelqu'un qui va rentrer dans la séance, puis que vous n'attendiez pas à ce que la personne rentre. Je vous proposerais à ce moment-là de regarder la pratique existante que vous avez aujourd'hui dans votre bureau, que ce soit dans votre organisation ou chez vous. Est-ce que vous acceptez qu'un client ou une cliente vienne avec quelqu'un d'autre? Quand ça se passe, qu'est-ce que vous faites? Quel c'est le genre de discussion que vous avez? Est-ce que vous acceptez que la personne mange dans votre bureau? Est-ce que vous acceptez qu'elle lit ses courriels pendant l'intervention? C'est des choses que vous allez vous poser la question parce que la personne va être chez elle et de peut-être d'avoir une conversation là-dessus. C'est quoi vous attendre dans le fait de ne pas être dérangé puis d'avoir une intervention, une rencontre optimale. Fermez toutes les applications pour ne pas avoir d'alerte courriel si vous utilisez une vidéoconférence. Déterminer, comme on l'a dit tantôt, les limites dans lesquelles les communications vont se faire. Si vous êtes par vidéoconférence, développez un protocole établissez un protocole avec vos participants sur comment on se donne la parole, de façon à éviter les coupures de son. Ça peut être, généralement, c'est un signe physique qu'on va se donner pour dire j'aimerais peut-être intervenir, j'aimerais peut-être répondre à ça tout de suite. La majorité des plateformes de vidéoconférence, si vous utilisez la vidéoconférence, ont des fonctionnalités de partage d'écran, ce qui est intéressant. Tableau blanc aussi. Ceux et celles qui utilisent les feuilles volantes. Le partage d'écran est intéressant justement quand vous partagez des exercices que le participant fait ou des résultats de test. Et souvent, la question qui est posée, c'est en l'absence ou limite d'individus non-verbaux, comment qu'on compense ça? Je vous dirais que si on prend par téléphone, ce qu'on entend justement des intervenants qui sont au téléphone, ils vont vous dire souvent, le téléphone, j'ai vraiment le sentiment d'être proche de la personne, j'ai sa voix dans l'oreille. On se rend compte que pour compenser les indices non-verbaux, on va être plus sensible à la voix, à la dissonance, par exemple au téléphone, et on va développer on va davantage des fois demander des clarifications, davantage poser des questions, davantage rassurer le client. Ça peut être des comportements qui peuvent arriver. Dans le fond, surtout dans les premiers entretiens, c'est une manière finalement d'établir sa téléprésence auprès de sa relation avec ses clients. Il se passe un phénomène qu'on appelle le sentiment de présence, sentiment de téléprésence. C'est-à-dire que vous soyez au téléphone par échange de courriel, par vidéoconférence, à quelque part, vous avez une cliente et vous qui avez décidé de vous rencontrer pour discuter de sujets sérieux. Parce que c'est sérieux, on est plus présent. C'est pas de la petite conversation. Donc, au téléphone, dans ces moyens de télépratique-là, on observe beaucoup ce sentiment de présence et de téléprésence. Gardez ouvert tout le long des interventions qu'il peut y avoir une alternative. Si vous vous rendez compte que la vidéoconférence, ça semble pas être une bonne modalité, on en discute avec son client. Donc, vous avez quand même une variété de modalités qui peuvent être utilisées avec son client. Il y avait plusieurs questions sur l'intervention de groupe lors de votre inscription. Moi, j'en fais pas, mais dernièrement, j'ai assisté à des webinaires donnés par l'Association canadienne de counseling et psychothérapie par Lawrence Murphy et qui en parlait. Je vous rapporte un peu ce qu'il mentionne. Encore ici, il y a des données probantes à l'appui de faire des interventions à distance de groupe, comme on en a en intervention individuelle. On se rend compte qu'il y a peut-être 8 participants au maximum, ça serait le bon nombre, 8 ou moins.
Il y a encore une préparation en amont, avec un feuillet d'information, comment ça va se passer, etc. Mais de prévoir un ou plusieurs comptes si vous pensez faire des diades, des triades, pour justement permettre le retour en groupe, le travail en groupe, mais le travail en diade ou en triade. Durant la session, mais comme vous le faites en présentiel, en face à face, d'avoir une discussion sur les règles d'animation, sur les règles d'intervention, de parole, de se comporter. Donc, vous avez déjà cette conversation-là, vous allez l'avoir aussi à distance. Mais ce qu'on semble observer davantage, c'est comme animatrice ou comme animateur, vous allez peut-être être plus directif dans votre processus ou dans l'animation. Que ce soit au niveau des choix de sujets, au niveau de la gestion du droit de parole. Si vous avez déjà fait des réunions en télépratique avec plusieurs, ça peut être cacophonique si on ne gère pas ce tour de parole-là ou de sujet, et ça fait des coupures de son continuelles. Donc, pour prévoir ça, c'est donner des règles ou des mots pour soit de diriger ou de permettre donner la permission aux gens d'intervenir, mais en se donnant des règles, par exemple, non verbales, par exemple, un signe, si vous voulez intervenir, répondre à quelque chose tout de suite, même si c'est pas votre droit de parole, mais de l'indiquer. Pour éviter d'avoir des coupures de son. Ça peut être très dérangeant à plusieurs. On recommande aussi peut-être de réserver la période en télépratique ou à distance pour discuter justement des résultats ou des exercices qui ont été faits en individuel ou en diane à l'extérieur. Et s'assurer qu'à la fin, que tous les participants aient fermé, que vous soyez le dernier à fermer la réunion. Si on résume, on a des données probantes suffisantes pour établir une pratique à distance. Qui supporte justement la construction de l'alliance thérapeutique, qui supporte l'efficacité des interventions. La relation qui se crée n'est pas sérieusement compromise. Prenez le temps de planifier votre cadre d'intervention, les processus d'intervention. Prenez le temps aussi de réfléchir aux mesures de protection des renseignements personnels. J'attire votre attention sur le transfert de vos compétences. Dans les entretiens que j'ai faits avec des conseillères d'orientation, des conseillers en emploi, je me suis rendu compte que s'il y a quelque chose qui ressort beaucoup, c'est on fait beaucoup un transfert de ses compétences, un transfert de ses processus, un transfert des outils qu'on utilise. Donc, ce qui semble se dégager beaucoup, c'est les gens qui se sentent, les professionnels qui se sentent compétents en présentiel, le passage à la télépratique est assez aisé parce que c'est les mêmes compétences qu'on utilise. Et soyez indulgents avec vous et parlez-en avec vos collègues. Je vous mets des suggestions de lecture. J'ai participé à la rédaction d'un guide de l'usage des technologies numériques en orientation pour l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation. C'est sur le site web. Il n'y a pas grand-chose en français. Hein. Je suis un des seuls, probablement, qui écrit en français sur la télépratique en développement de carrière ou en orientation, ici au Canada. Vous avez l'accompagnement, j'ai écrit des blogs pour orientation, l'accompagnement à distance en orientation. J'ai écrit un article, comme j'ai dit un peu plus tôt, qui a été publié dans la revue d'éducation de l'Université d'Ottawa sur une recension des écrits. La CCP, la Section canadienne de counseling, psychothérapie, a publié des lignes directrices concernant le recours aux technologies en counseling et psychothérapie. Il y a 3 profs, Louis Cournoyer, Lise Lachance et Réginald Savard de l'UQAM, qui viennent de publier, là, justement en réaction au confinement et dû à la pandémie, le COVID-19, un petit aide-mémoire sur la prestation de services à distance, dans 2 pages, c'est intéressant. Et il y a une collègue CO, pour des CO, qui offre de la formation sur des outils qu'elle utilise. Et vous pouvez vous inscrire sur l'espace compétences du site de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation. Il y a aussi des livres en anglais seulement qui traitent justement du counseling de la psychothérapie à distance. Et ces livres-là ont été publiés il y en a qui ont été publiés il y a une quinzaine d'années. C'est pour vous dire que c'est dans le portrait, ça existe la télépratique depuis très longtemps, depuis au moins une vingtaine d'années. Ça va être la période des questions. Je vous mets des références aussi, plus des articles scientifiques en appui justement à la télépratique. Donc, on est rendu à la période des questions. Je vais passer la parole maintenant à Cyrielle.
Merci Michel, merci pour votre présentation. Et oui, donc on va démarrer les questions. N'hésitez pas, vous pouvez toujours poser vos questions sur la section questions chat sur le contrôle panel. Alors on a eu pas mal de questions, notamment sur la sécurité des données. On commence avec Sandra qui demande j'aimerais savoir si les lignes téléphoniques en ligne sont sécurisées généralement, comme Bria par exemple. OK. Comment est-ce que je peux enlever la présentation? Je ne me souviens pas. Est-ce qu'elle est enlevée? Non, elle est toujours. On va reprendre la main. OK, tu vas me l'enlever. OK, d'accord. Je ne connais pas Bria. Euh, Ce que je ferais, si j'étais à votre place, je communiquerais avec le fournisseur de services ou j'aurais regardé sur leur site web si comment ils protègent l'information, les renseignements personnels, si la ligne est sécurisée. Mais ce serait probablement la question que je poserais parce que j'ai aucune idée là, par rapport à cette technologie-là. Je soupçonne qu'ils doivent protéger, sécuriser l'information pair à pair là, durant la conversation. D'accord. Merci Michel. Noémie nous demande, je me demande si un client veut passer un test psychométrique à distance, comment je dois fonctionner? Je lui envoie et il le fait à la maison. Et qu'en est-il des taux horaires s'il le fait à la maison? Et peux-tu me répéter la question, s'il te plaît? Bien sûr. Donc Noémie nous demande si elle a un client qui veut passer un test psychométrique à distance, type le groupe ou AFC Hollande. Comment doit-elle fonctionner? Est-ce qu'elle lui envoie et il le fait à la maison? Et qu'en est-il des taux horaires si son client fait le test psychométrique à la maison? Par rapport aux tests, moi, si je prends par exemple un test de Hollande, généralement, on fait affaire, on va chercher un compte avec psychométrie, puis à ce moment-là, on donne le niveau de code au client pour qu'il aille passer l'examen, pour passer le test. Vous recevez les résultats. Le client là, qui va recevoir, je crois, si je me souviens bien, il va recevoir aussi un rapport. Mais à ce moment-là, dans le partage d'écran, pendant la session, si j'utilise la vidéoconférence, je vous appellerai, je partagerai par exemple les résultats, le rapport que j'ai à l'écran. Pour le coût, c'est à vous de décider. Il n'y a pas réellement de règles par rapport à ça, mais c'est important à ce moment-là de le mettre dans votre formulaire de consentement. Qu'est-ce que vous chargez? C'est important. Et si vous chargez pour ces tests-là, puis si vous chargez pour le temps que vous allez prendre pour interpréter, analyser le test. Merci Michel. Issa nous demande quel est votre avis concernant l'utilisation de Facebook en télépratique? Ça dépend de ce qu'on utilise dans Facebook. J'en ai pas parlé ici, mais si, par exemple, c'est par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Si c'est pour utiliser les réseaux, d'avoir une page Facebook où on fournit de l'information, ce qu'on recommande en termes déontologiques, c'est d'avoir une politique par rapport aux réseaux sociaux. Par exemple, si vous êtes dans une organisation, vous allez avoir à décider est-ce que tous les professionnels ont une page Facebook? Est-ce qu'il y en a seulement qu'une pour le centre ou on n'en a pas du tout? Donc, d'être clair par rapport à l'utilisation des pages Facebook. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans, etc. Donc, c'est toujours important. Le principe ici, c'est de protéger l'information. Si par contre, vous utilisez Facebook, la fonction Messenger de Facebook, moi, je ne vous le recommanderais pas. Principalement parce que c'est pas tant pendant la conversation, mais c'est toutes les traces que ça peut laisser. Puis Facebook, son modèle d'affaires, c'est de partager l'information. Il faut être prudent avec une modalité comme celle-là. Cependant, je vous dis ça, mais en même temps, si vous avez une clientèle, c'est la seule manière qu'ils peuvent trouver pour vous rejoindre. À quelque part, je veux dire, c'est d'avoir cette conversation-là sur la protection des renseignements, quoi faire pour effacer, par exemple, les appels que vous auriez pu avoir en utilisant Messenger. Oui. Merci. Linda nous demande peut-on faire du télécounseling avec un Québécois ou une Québécoise dans un autre pays? Sommes-nous protégés par nos ordres OCCOQ ou OPQ? Oui. Il y a plusieurs aspects ici. Parce que l'OPQ, ça serait l'ordre des psychologues. Seulement, si vous faites de la psychothérapie,
C'est différent que faire de l'orientation parce que la psychothérapie est réglementée au Canada dans 5 provinces. Donc, dès le départ, à ce moment-là, ça veut dire si votre client est en Alberta, parce que c'est réglementé en Alberta, donc normalement, comme professionnel, il faudrait que vous ayez un permis de pratique de la psychothérapie en Alberta ou à tout le moins avoir approché l'ordre pour demander est-ce que je peux voir ce client-là. C'est vrai, il y a l'aspect québécois là. Je vous dirais que j'avais pas retenu. Je vous dirais que ça va être couvert. Généralement, on va considérer, ça va être comme, ça dépend. Si vous avez commencé l'intervention ici, au Québec, puis là, la personne, par exemple, est allée dans une autre province ou aux États-Unis, et là, vous continuez à faire des interventions avec la personne, on va considérer ça comme un suivi. Donc, vous continuez à suivre votre client dans son déplacement. Donc, ça devrait être couvert. Mais ça, il faudrait probablement, faudra vérifier auprès des autres professionnels par rapport à ça. D'accord, merci. Alima nous demande, est-ce que Google Hangout serait une bonne plateforme pour animer des ateliers aux jeunes entre 16 et 35 ans? Et qu'en est-il des failles de sécurité? Ok, je connais pas je connais pas Google Hangout, ce que ça peut faire, etc. Donc, ce que je vous dirais, ce serait plus de vérifier sur le site de Google et par rapport à la sécurité ou de leur envoyer un courriel en leur posant des questions par rapport à la sécurité des informations pendant l'intervention et aussi qu'est-ce qui reste sur la plateforme. Mais Google a aussi une politique, son modèle d'affaires est basé sur le partage d'informations. Moi, personnellement, je suis plus prudent par rapport à ces applications-là où il y a carrément, c'est leur modèle d'affaires de partage d'informations, mais il faudrait vérifier à ce moment-là en leur posant des questions. D'accord, merci. Laurence nous demande, les clients n'utilisent pas tous des ordinateurs pour faire de la visioconférence, ils utilisent parfois les applications type Webex sur leur cellulaire. Quelles sont les recommandations pour être plus sécuritaire dans cette situation, en dehors du mot de passe sur le cellulaire et le Wi-Fi privé? Ben déjà, Webex, ils sont sur le cellulaire, c'est comme sur l'ordinateur. Je veux dire. Déjà, la conversation qu'il va y avoir sur Webex, elle va être sécuritaire, d'après ce que je comprends, là, c'est ce qu'ils disent. C'est plus, s'il y a des traces avant, c'est plus des traces, c'est-à-dire un courriel, des choses comme ça, de l'effacer l'effacer. Mais que vous soyez sur votre téléphone intelligent ou sur ordinateur, le fait de prendre un abonnement avec, mettons, Webex, qui offre le contrôle là, pour entrer dans la salle d'attente virtuelle et qui offre aussi la possibilité d'avoir un mot de passe. Déjà là, vous avez les mêmes mesures de protection que si vous étiez sur votre ordinateur. D'accord, merci. Et puis, on va prendre la dernière question de Sandrine, la dernière question pour aujourd'hui, qui nous demande, est-ce que les exercices de réflexion sont les mêmes en présentiel ou en distanciel? Certains sont-ils plus adaptés? C'est certain que vous allez vous questionner par rapport à ça, mais si vous utilisez, ce que j'ai pu constater, moi, avec les conseillers que j'ai interviewés, c'est qu'ils utilisaient sensiblement les mêmes outils. S'ils avaient développé, par exemple, un manuel, un cahier d'exercice pour leurs clients, ils utilisaient le même cahier d'exercice à distance. Il y en a même qui ont réalisé qu'à un moment donné, mais qui le numérisaient et que finalement, les clients préféraient avoir la version numérisée, même s'il était en présentiel. Donc, c'est plus vous qui avez décidé, dépendamment des outils, des questionnaires que vous utilisez, les outils que vous utilisez, si vous voulez les transférer. Mais très souvent, ce que j'entends, moi, c'est ça que je fais aussi, j'utilise les mêmes outils que j'étais en présentiel. Eh ben, merci Michel, c'était effectivement la dernière question pour aujourd'hui. Merci à tous pour vos nombreuses questions encore aujourd'hui et pour votre participation active. On n'a malheureusement pas pu répondre à toutes les questions, mais je suis ravie de vous rappeler que nous serons de retour la semaine prochaine, mardi 12 mai, pour une demi-heure de suivi avec Michel, où il répondra à vos questions et à vos commentaires.
Michel, je vous remercie pour votre présentation aujourd'hui. C'était intéressant et important de nous présenter les points de vigilance à l'accompagnement à distance. Et je suis sûre que nous avons tous apprécié les outils et suggestions pratiques que vous avez mentionnés. Donc, merci d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui. Bien, merci aussi, Cyrielle. Merci aussi au CERIC d'avoir permis ce webinaire-là. Puis peut-être à la semaine prochaine. Au revoir. Oui, bah merci. Et puis, avant de nous quitter, puis de nous revoir la semaine prochaine, permettez-moi de vous partager quelques informations qui pourraient vous intéresser. Nous avons 2 nouveaux webinaires gratuits en anglais où nous allons réfléchir à comment soutenir au mieux nos étudiants. Nous allons notamment discuter des options d'apprentissage par l'expérience réalisable à distance avec Lauren Godin et Caroline Osler le mercredi 13 mai. Et nous discuterons de l'idée d'une année sabbatique pour les étudiants avec Michel Dittmer le vendredi 15 mai. Enfin, vous pouvez toujours accéder gratuitement sur notre site internet aux webinaires passés, dont ceux réalisés dernièrement avec Louis Cornoyer et Simon Vivier sur leur théorie de carrière. Donc, vous pouvez en apprendre davantage directement sur notre site internet à l'adresse ceric.ca/webinaires. Et pour le moment, n'oubliez pas de prendre quelques minutes pour partager vos commentaires et vos besoins d'apprentissage avec nous. Et puis, laissez-moi clôturer en vous remerciant de nouveau, Michel, pour votre présentation, ainsi que vous tous pour votre participation aujourd'hui. Passez une excellente journée et on se dit à la semaine prochaine.